Cube Radio. Richard, on est très content de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui, en posant une seule question l'année dernière, a réussi à avoir un impact au niveau provincial, au niveau municipal, au niveau fédéral et même à l'international. C'est le journaliste Pierre-Olivier Zappa. Moi, je l'admire tellement, ce gars-là, pour la question qu'il a posée à Michael Rousseau. Oui, une question, puis ça a énormément... ça a tout relancé, tout le débat sur la langue française, qu'on pensait qu'il était mort, moribond et tout ça. Puis après ça, il est arrivé l'affaire la loi 101 cégep, blablabla. Mais tu sais, c'est vraiment dans la foulée de ça, là. Ouais. C'est vraiment incroyable. Une seule question. Et moi, il me fascine, ce gars-là. Vraiment, là. Moi, je pense qu'on devrait l'adopter. Parce qu'on a l'âge d'être ses parents, là. Écoute, il y a 34 ans, toi et moi, on pourrait l'avoir eu. Ça pourrait être notre enfant. Il a l'air du gars qui a tout réussi, là, tout lui réussit. Le gendre idéal. Oui, le gendre idéal. Le fatigant, ça, quand même. Oui. Il doit avoir des défauts. Comme ça, là, il y a une carapace. Il me fait penser beaucoup à Simon. À Gino Chouinard? Non. Simon Jolin Barrette. Ouais. Simon Jolin Barrette, un peu froid, un peu distant, mais en même temps parfait, puis tout ça, ce qu'on appelle en anglais, si tu peux me permettre, un overachiever. Ah, ouais, mais overachiever dans le sens de quelqu'un de très ambitieux, mais aussi quelqu'un à qui tout réussit, puisque on a l'impression que ce gars-là, écoute, c'est lui quand il y a à TVA ou LCN des conférences de presse ou des nouvelles qui viennent de sortir où il y a des gens qui parlent anglais, c'est lui qui fait l'interprète, c'est lui qui traduit les propos. Alors quand c'était Trump, il était constamment en onde pour traduire les propos de Donald Trump, mais donc c'est quelqu'un qui dans sa tête est capable de passer de l'anglais au français. En plus, c'est quelqu'un qui s'y connaît super bien en sport, super bien en économie. C'est vraiment, moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Puis en plus, il est beau, il est gentil, il est fin. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Oui, il est toujours élégant, oui. Puis super propre de sa personne. Oui. Est-ce qu'on peut l'adopter? Ça veut pas dire... Tu sais, dans le moule, Simon Jolin Barrette, Stéphane Bureau aussi. Oui. Et P.O. Zappa. Je trouve moi, que c'est ces gens-là, trois pareils, là. Et... C'est peut-être un salaud dans la vraie vie. Ah, franchement, Richard, là! ça commence bien. Alors, il faut expliquer que le principe de notre balado, c'est un apéro piquant, puis on invite les gens à prendre l'apéro. Donc, on les reçoit chez nous, vraiment dans notre maison, à 18h, puis on prend l'apéro ensemble. Sauf que Pierre-Olivier travaille tellement fort qu'il peut pas venir à 18h chez nous parce que c'est l'heure où il est en train de préparer son émission À vos affaires. Donc, on le reçoit ce midi. Et on le reçoit génial. à midi Merci. Et on va manger du petit poulet Saint-Hubert. Merci Pierre-Olivier Zappa, parce qu'habituellement, le midi, étant donné que je veux montrer à ma blonde que je veux perdre du poids puis tout ça, le midi, je mange tout le temps de la salade. C'est ça qu'on mange tous les midis, de la salade. Et là, parce qu'il vient ce midi, je vais manger du Saint-Hubert barbecue. Oui, t'oublies de dire le plus important. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger des frites. Pierre-Olivier, c'est vraiment un plaisir de te recevoir et je suis obligée, première question de te poser, c'est quoi ça, ce nom de famille-là, Zappa? D'où ça vient et est-ce que t'as un lien de famille avec Frank Zappa? C'est mon père. C'est ton père? Non. Ton père l'apprend en ce moment en écoutant le podcast, voilà, c'est ça? Mon vrai père. Non, Frank... Parce que plein de gens doivent te poser la question. Là. Chaque jour. Puis je suis allé même voir son fils, à Frank Zappa, en spectacle au Métropolis. Dweezil. C'est pas mon genre de musique, mais on a un lien de parenté. Puis je suis chanceux, il y a un téléspectateur à un moment donné qui m'a envoyé mon arbre généalogique. Et ça remonte à 5 générations à peu près. Les Zappa, c'est une famille italienne qui a immigré en Amérique du Nord. Et puis, au moment, la famille s'est divisée en deux, États-Unis, Canada. Et semble-t-il que j'ai un lien très éloigné avec Frank. Mais ça doit être particulier quand même, parce que c'est ce que je disais à Richard tout à l'heure, c'est que à l'époque où il y avait des bottins téléphoniques, là, oui. Avant le cellulaire, tout ça, il y avait des bottins téléphoniques. Des Zappa dans le bottin téléphonique, il devait en avoir comme 5, 6. Ah oui, quand même. La famille très, très, tu sais, ma grand-mère, ses frères, ses sœurs, les grands-parents. Puis à chaque fois que Frank Zappa venait à Montréal, à l'époque, là, au Forum, il fallait que mes grands-parents débranchent le téléphone à la maison parce que les gens se disaient,
Frank Zappa doit aller dans la famille. Puis là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Fait qu'il débranchait. Ma grand-mère m'a déjà raconté qu'il débranchait le téléphone. T'es allé voir un show de Dweezil Zappa. Ouais. C'est parce que j'avais un prof d'université là, qui était fan fini de Frank Zappa. Il m'avait amené voir Dweezil au Métropolis. Puis il m'avait même amené dans la loge de Dweezil en disant Dweezil, voici Pierre-Olivier qui est membre de la famille Zappa. Tu sais, ça va être un beau moment, mais c'est parce que j'étais vraiment avec un fan fini de Frank Zappa. De musique. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand on regarde, mettons, au Québec, l'héritage des immigrants italiens, tu sais, t'as Pierre Foglia, t'as Marina Orsini, t'as, tu sais, je veux dire, les Italiens au Québec sont partout. Puis toi, t'as cet héritage-là. C'est quand même intéressant de te dire, ben, à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, il y a un Zappa qui a quitté l'Italie pour venir s'installer ici, puis son arrière-petit-fils a fait une émission à TVA. Je trouve ça génial. Puis il y a des super belles histoires de réussite dans la communauté italienne qui sont souvent, tu sais, qu'on met un peu de côté ou qu'on tend à oublier, mais je pense à Emilio Imbriglio, qui est le PDG à la retraite, qui vient de prendre sa retraite, mais qui était PDG de Raymond Chabot de Grant Thornton. Ah oui? Tu sais, lui, je suis allé luncher avec lui il y a pas très longtemps, puis il me racontait à quel point on oublie que la communauté italienne a fait face aux mêmes défis que d'autres communautés culturelles aujourd'hui. C'est pas seulement de la construction qu'ils faisaient. Là, non. C'est pas des maçons là, seulement. Non. Tu sais, il y avait des têtes, puis on fait face aux mêmes résistances, aux mêmes chemins de croix que d'autres communautés culturelles qui ont fait face au racisme. Alors, toi, à 5 ans, tu voulais être journaliste. Ah, peut-être même 4 ans. Puis comment tu verbalisais ça? Tu disais à tes parents... Je faisais des petites émissions à 5-6 ans, là, avec la petite caméra dans le salon. Non. Parce que mon père a été caméraman de carrière, a travaillé dans un réseau anglophone. Donc, j'ai grandi dans une salle de nouvelles, tu sais. Puis le plus beau cadeau que mon père pouvait me faire, c'est d'aller passer une journée dans la salle des nouvelles, m'asseoir, pas dire un mot, mais regarder ce qui se passait autour de moi. Puis ça, j'ai peut-être commencé à 5-6 ans, là. Puis là, je pouvais l'accompagner sur un tournage, voir. Mais qu'est-ce que t'aimais? T'étais, mettons, le petit cul, le petit PO de 4 ans ou de 5 ans, il regarde ça. C'est quoi qui le fascine? C'est quel aspect du métier que t'aimais? Chaque jour amène quelque chose de différent. Il n'y a pas une journée qui est identique. C'est vrai. Tu touches à tout. Tu rencontres des gens intéressants. La preuve, je lunch avec vous ce midi. Et c'est un monde qui m'a fasciné très tôt. Et surtout, c'était l'époque des grands plateaux, des grands tournages, des grands déploiements. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins ça, mais ça demeure toujours impressionnant à la télé. Puis, tu sais, on rentrait dans les régies, puis j'étais tout petit, 5 ans, il y avait les écrans partout, les plateaux de tournage. Fait que rapidement, j'ai été fasciné, puis j'ai toujours su que je voulais faire ça, tu sais. Fait que ça a facilité pas mal les affaires au secondaire, au cégep, à l'université, parce que j'avais déjà mon objectif numéro 1. D'ailleurs, tu me montrais ça, Sophie. Donc, ben en fait, c'est toi qui l'as mis. C'est tes débuts, donc tu as 12 ans et tu participes à une émission. Donc, tu as 12 ans et tu co-animes une émission avec rien de moins que Chantal Maccabée. Alors, on écoute l'extrait. Merci beaucoup. Et Chantal, avant qu'on se quitte, oui. Pierre-Olivier ici, tu es un vrai gentleman. Apportez un petit quelque chose. Eh bien, il paraît que tu as 120 autographes de Guy Lafleur. À peu près, oui. J'aime beaucoup, j'ai regardé même les photos sur ton bureau, donc j'ai un petit chandail pour toi. Ben voyons. De Guy Lafleur. Oh, que t'es fin. Oh, ben regardez ça. Un chandail de Guy Lafleur. Je peux-tu te faire la bise? Je peux me gâter, là. Merci. Merci, t'es fin. Moi, j'avais un stylo, Chantal. Merci, le gars. On fait la pause? Oui, tu nous envoies ça. Au retour de la pause, on fait un arrêt à Rimouski. Nous attend Claudine Louville pour nous parler des Jeux du Québec. C'est capoté quand même. Parce que on te regarde, t'as 12 ans, c'est comme P.O. Zappa, t'as pas changé. Mais tu te ressembles, c'est incroyable. Et t'as une confiance en toi hallucinante. C'était le concours de la semaine de relâche à RDS. Il fallait s'inscrire, envoyer une petite vidéo, une présentation. Puis on avait la chance de gagner l'animation d'un jour de l'émission de Chantal, RDS ce soir. Puis je me souviens, quand j'ai gagné ce concours-là, j'étais en secondaire 2, puis j'ai vraiment un souvenir là, qui me revient en tête. J'étais à l'école, puis sur l'heure du lunch, j'avais appris que j'avais gagné le matin. Sur l'heure du lunch, j'ai appelé mes parents dans le téléphone public de l'école secondaire. J'ai dit, maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai rêvé que j'ai gagné ou j'ai vraiment gagné? C'est trop mignon! T'avais 12 ans? J'avais 12 ans. Et là... Mais t'avais un aplomb incroyable quand même, là.
C'est vrai que quand je le regarde, je me dis, mon Dieu, je me souviens, j'étais extrêmement nerveux. Je fondais sur ma chaise. Je savais que j'étais en direct. Puis à l'époque, même la direction d'RDS, il y avait une certaine pression parce qu'eux je sentais qu'ils étaient craintifs. Là, ils se demandaient qui on met en onde. Qui on met en onde. Est-ce qu'il va geler? Est-ce qu'il va nous faire honte? Finalement, ça s'est donc, tu t'en allais journaliste sportif. Ben oui, à l'époque, là, j'étais maniaque, là. Ça, c'était ma phase secondaire 2. J'étais maniaque de sport. Je connaissais tous les statistiques. Je commençais à lire le Journal de Montréal par la dernière page. T'étais comme un nerd de sport. Ah oui. Je pouvais écouter les émissions sportives en reprise, là, en boucle, pendant une matinée au complet. Fait que, OK, donc, ça n'a pas vraiment changé parce que c'était dans les chiffres. Oui. C'est vrai, c'est mais bien les fans dit. de sport, c'est des fans de statistiques. Oui. Là, c'est des malades de Mais tu sais, comme statistiques, Paul Hood, ça, ces gens-là, c'est vraiment des, tu sais, ils sont capables de dire tel joueur, Mais j'ai statistiques, décroché à la fin du secondaire, là, le sport, parce que j'ai joué au hockey aussi jeune, tu sais, puis je pense que ça a contribué à mon intérêt pour le sport. J'étais gardien de but, je jouais dans une ligue mineure, mais quand j'ai laissé le hockey, quand j'ai arrêté le sport, mon intérêt s'est effacé un peu, là. Alors, ce qu'il faut écouter aussi, c'est Chantal Maccabée, très gentiment. Tu as aussi fait une cassette qu'elle t'a envoyée et qu'on va écouter. Et moi, je t'avoue, quand j'ai entendu ce témoignage-là, je suis partie à pleurer parce que la maman en moi me disait, un enfant de 12 ans qui reçoit ce message-là, c'est complètement délirant. Alors, on écoute ça. Bonjour Pierre-Olivier. J'aimerais encore une fois te féliciter pour ton excellente prestation à RDS ce soir lors de la semaine de relâche. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as pris ton rôle au sérieux. Tu as travaillé avec minutie, tu es arrivé en ondes, tu étais prêt comme un vrai professionnel. Pierre-Olivier, tu as beaucoup de talent. Je l'ai d'ailleurs dit à ta mère après l'émission et je sais que tu rêves de devenir journaliste sportif et surtout, n'abandonne jamais ce rêve-là. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Elle est chic, là, d'avoir fait ça, là. Écoute, vraiment, là. Tu sais, ces genres de petits gestes qui font une grosse différence. Puis, je suis persuadé que Chantal, quand elle a enregistré ça, elle s'attendait pas à l'impact que ça aurait sur moi, ma carrière. Puis, tu sais, je l'ai gardé, cette VHS-là, précieusement. Puis, elle est toujours dans ma boîte à souvenirs. Puis, je l'ai numérisée le jour où les téléphones sont arrivés et tout ça, parce que c'est un mot d'encouragement qui reste gravé dans le cœur d'un jeune de 12 ans, là, tu sais. Mais je le vois dans tes yeux que ça te touche même de le réécouter. Pourtant, tu l'as mis toi-même sur les médias sociaux il y a quelques semaines seulement. Et donc, mais de le réécouter même encore aujourd'hui, ça te met dans cet état-là. Oui, parce que ça me replonge dans ce beau souvenir-là de ce concours-là, puis qui devient un tremplin parce que tu fais le concours, puis ça te confirme à 12 ans que, hey, wow, c'est vraiment ce que je veux faire, tu sais. Puis est-ce que tu l'as revu, Chantal Maccabée? Je ne l'ai pas revu en personne, par les médias sociaux, tout ça, mais non, je l'ai pas revu, mais je me souviens que la gang de RDS, à l'époque, avait été incroyable parce que, tu sais, j'avais animé l'émission. Puis là, Luc Gélina m'avait invité à une pratique du Canadien quelques semaines plus tard. Renaud Lavoie, à l'époque, qui était là, m'avait lâché un coup de fil. Fait que, tu sais, j'avais, non seulement ça me confirmait que je voulais faire ce métier-là, mais t'avais une gang, t'avais une famille, puis je me disais, waouh, c'est un emploi qui est le fun parce que tout le monde est de bonne humeur puis est gentil avec un jeune comme moi à l'époque, là. Mais ce que je trouve touchant aussi dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle résume le P.O. Zappa qu'on connaît. C'est-à-dire, elle dit, t'es super professionnel, t'es hyper préparé, et t'es fait pour faire ce métier-là. Puis moi, quand je te regarde, que ce soit quand il y a un breaking news, que ce soit à ton émission À vos affaires, que ce soit dans tout ce que tu fais quand t'interprètes Donald Trump ou quelqu'un d'autre, c'est ça que je me dis, ce gars-là, il est tellement préparé, il est super professionnel. Donc, tout ça était déjà là à ce moment-là. Ben merci, Sophie. Ben, ça fait plaisir. Je reçois des flashs. OK, dans ma tête à moi, il y a 3 personnes. Il y a toi, Pierre-Olivier Zappa, Stéphane Bureau et Simon Jolin Barrette. 3 personnes qui ont commencé jeunes. Tu sais, qui ont commencé jeunes, qui ont accédé à des postes. C'est Simon Jolin Barrette, quand même, ministre extrêmement important, très jeune, là. Ambitieux dans le bon sens du terme et tout ça. C'est un peu ça, là. Ben, c'est une question de passion, je pense, dans mon cas. J'aime vraiment ce que je fais. Je veux bien le faire, puis de toujours j'ai toujours eu quand même des standards. Tu sais, je veux faire mieux que la veille, puis le lendemain, je veux faire mieux, puis ça me pousse à me dépasser. Puis je pense que ça a toujours été ça depuis
depuis que je suis tout jeune. C'était réalise-toi dans Mais ce que tu c'était aimes exigeant. faire. Oui, mais si j'avais dit à mes parents, moi, c'est la mécanique automobile qui me passionne, puis c'est ce que je veux Ça aurait faire, été correct ils m'auraient aussi. poussé à fond dans la mécanique automobile. T'as deux jeunes enfants, là, Oui. quoi, ils ont 6 et 4, c'est ça? C'est 3. 6 et 3. Vas-tu être exigeant comme ça, toi, envers tes enfants? Pour qu'ils réalisent leur plein potentiel, puis pour qu'ils aient du fun dans la vie, oui. Mais Arrive avec des bonnes notes, là, puis contente-toi pas de passer, là. Mais tu sais, je sais De pas. toute façon, leur mère est française. Fait que, écoute, hein, c'est exigeant, ce monde-là. Là. Écoute, je touche du bois. J'espère que mes enfants vont aimer l'école. Le plus vieux aime ça. Tu sais, il est à la maternelle. Il aime ça. Puis je sens que ça le valorise. Il ramène son petit bulletin, puis tout ça. Mais je vais jamais exercer la pression que j'ai vue d'autres parents pour qui les notes font foi de tout. Puis tu te ramasses avec ou des des jeunes parents qui sont... de hockey là, qui crient après leurs enfants. Mais moi, Parce que tu disais que tu as fait du hockey. C'est ce qui m'a fait arrêter le hockey. Quand je voyais les Es-tu sérieux? les parents qui criaient, tu sais, moi, j'avais 15 ans, jouais au hockey, puis là, t'arrivais le week-end, puis les coachs te criaient après parce que t'avais perdu la game du vendredi soir. Ça devenait beaucoup trop intense. Moi, écoute, je payais pour jouer, là. Je voulais avoir du plaisir avec des jeunes, puis je chantais qu'on me pressentait pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis si tu perdais la partie du vendredi, les parents criaient, ça se battait presque dans les estrades. Moi, j'ai arrêté ça. Je me souviens, j'ai arrêté un jour, mon père est venu derrière le banc. Il est parti des estrades, il est venu derrière le banc, il m'a dit, est-ce que tu as encore du plaisir à jouer? J'ai dit non. Il dit, on s'en va, Non. c'est terminé. J'adore cette histoire-là. Et on a fini ça. Puis mon père, il a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un fan passionné de hockey. Ça a été mon coach pendant longtemps quand j'étais jeune. Puis t'es pas triste que tu dises, ça me tente plus? Ben, il dressait le même constat que moi. Il te voyait dans ta C'est face. qu'il y avait plus de plaisir à jouer parce C'est que génial d'avoir un père comme on ça. avait une pression, tu sais, comme si on était des joueurs professionnels. Mon père a été un père formidable, engagé, présent. Il travaillait très fort. Je retiens peut-être ça un peu de lui, là. Mais le soir, il venait aux pratiques de hockey. Le week-end, il faisait des lifts pour tous les joueurs qui avaient pas de voiture. J'ai eu un père formidable, puis je m'inspire beaucoup de lui. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu nous parles évidemment de tes passions puis tout ça. Mais moi, j'ai été très surprise de lire que il y a à peine 10 ans, tu t'intéressais absolument pas à l'économie, tu savais pas, à la rigueur, pas la différence entre un REER puis un CELI ou les crédits d'impôt, tu savais pas trop ce que c'était. Bref, que quand on t'a approché pour faire une émission économique, t'as été le premier surpris, en fait. Je pensais que c'était une blague, qu'il y avait erreur sur la personne. À l'époque, les patrons m'avaient convié dans une salle de conférence et je faisais l'émission du matin, tu te souviens, Richard, à LCN. Ben oui. Ça, il y a quelques années quand même. Et j'arrive dans la petite salle de réunion, il y a du café et des muffins. Fait que je dis, OK, soit que c'est une mauvaise nouvelle, ou soit que, tu sais... Ça veut dire qu'on est là pour longtemps s'il y a du café. il y avait là. un point d'interrogation, parce que c'est rare que du café et des muffins sur dans une salle de réunion. Et là, ils me proposent ça, ils me disent, en fait, tu vas t'occuper de l'économie à TVA. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi? Je sais pas. Toi, c'est un tirage au sort ou quoi? Écoute, Ben, ils ont vu que tu étais travaillant, puis Oui. ils se sont dit, il s'investit, c'est le cas de le dire, Oui. dans un sujet, il va aller jusqu'au bout. et là, je leur ai dit, écoutez, moi, c'est les pages des journaux, les pages économiques, c'est les dernières pages que je vais lire. Je trouve ça plate. J'ai aucun intérêt. Je suis allé à l'Assemblée nationale. J'adore la politique. Je suis un gars de politique. J'ai étudié en sciences politiques. Mais là, je ne comprenais pas le choix. Tu le redis. Ah, je leur ai dit. J'ai dit, moi, j'ai jamais lu un rapport annuel d'une société cotée en bourse. Puis la bourse, à la limite, les mécanismes de base, je les connais, mais demandez-moi-en pas plus. Et là, ils m'ont dit, je leur ai demandé, est-ce que c'est une proposition ou c'est une imposition? Est-ce que j'ai le choix? Et ils m'ont dit, non, t'as pas le choix. Et franchement, ça a été, je les remercie aujourd'hui parce que j'adore l'économie. C'est le premier sujet qui va m'intéresser dans un journal. J'en bouffe, tu sais. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand tu dis que avant c'était la dernière section que tu lisais dans le journal, moi, c'est la première section que je lis dans le journal. Et ça fait des années que c'est comme ça me passionne. Et je ne comprends pas, puis ça s'adresse aux gens qui nous écoutent en ce moment, quelqu'un qui dit « je m'intéresse pas à l'économie », c'est quelqu'un qui dirait « je m'intéresse pas à l'oxygène que je respire ». Ça a des implications dans tout ce que tu fais. Regarde, on est en train de manger du poulet, le prix du poulet. Pourquoi à l'épicerie, le poulet rôti coûte moins cher que le poulet pas cuit? Tout. L'essence que tu mets dans ton auto, les impôts. Comment ça que les gens s'intéressent pas à leurs impôts? C'est tes revenus, c'est l'argent que tu envoies au gouvernement.
Tu comprends? Ouais, je comprends. Il y a des Mais incidences dans il y a comme un stéréotype, là, ou en tout cas une idée préconçue par rapport au mot économie. Là. Ça implique des chiffres, des colonnes de chiffres, des calculs, des algorithmes. Alors que puis c'est un peu l'a priori que j'avais avant de me lancer là-dedans. Puis mon rôle aussi au quotidien, c'est de permettre à des gens de tous les horizons de comprendre les enjeux économiques. Ça, c'est mon plus gros défi au quotidien parce que tu as des sujets qui sont hyper complexes. Puis t'essaies de les rendre abordables, puis t'essaies de les rendre sexy aussi, parce que tu veux que les gens s'y intéressent. Tu veux que quelqu'un qui a un PhD ou quelqu'un qui est pas allé au secondaire ait le même réflexe de s'asseoir devant la télé à la même heure pour écouter l'émission. Alors, mais que toi, t'étais sur le bord de la piscine, dans le creux, puis TVA, ils ont dit, tu te dis, je sais pas nager, ils ont dit, ça fait rien, puis ils t'ont poussé. ils m'ont dit, C'est tu vas apprendre, puis tu vas aimer ça, puis on a confiance en toi. Ils t'ont même amené dans le plus haut tremplin, puis ils t'ont sacré en bas de là. Est-ce que tu as eu des cours ou comment? Je suis sorti de la salle de réunion, je me souviens encore très bien. Le lendemain, je suis allé à la librairie. J'ai dévalisé la section économie. Économie pour les nuls. Ouais, c'est presque ça. Mais tu sais, j'avais une base, on s'entend. Ouais. Oui, mais il fallait justement que tu apprennes à lire un rapport annuel. Oui, voilà. Et j'ai été extrêmement chanceux d'être entouré. Tu maîtrises en politique, donc. Oui, en Sciences Po. Et en communication politique, en fait. Et j'ai été extrêmement chanceux parce que j'étais super bien entouré. Des gens comme Michel Nadeau, feu Michel Nadeau. Tu lui as rendu hommage. C'était très beau, d'ailleurs, quand tu lui as rendu hommage. Oui, parce que Michel, tu sais, dès les premiers jours après qu'on m'ait confié ce mandat-là, je me suis assis avec lui. Il m'a dit, mon téléphone est toujours ouvert. On va s'asseoir ensemble. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais t'aider à te faire des contacts dans le milieu des affaires. Puis il t'appelait même pour te dire, il y a tel entrepreneur dans telle région, il faut absolument que tu ailles le voir. Il fait quelque chose d'extraordinaire en dehors de la boîte. Je sortais des ondes parfois, puis il me disait, j'ai un bon flash pour toi, bonne histoire, tout ça. Puis c'est tout un recherchiste, ça, dans son émission. Non, j'étais extrêmement privilégié, puis même quelques semaines avant son départ, avant qu'il nous quitte, il m'appelait pour me dire, là, tu vas rien faire d'autre dans ta vie que du journalisme économique. On a besoin de bons journalistes économiques. Il m'a beaucoup aidé dans tout ça, puis je lui dois une fière chandelle parce que grâce à des gens comme lui, des jeunes journalistes peuvent avoir accès à une banque de savoir incroyable. Est-ce qu'on peut parler de ta compagnie préférée? Air Canada. Oui. Écoute, revenons à cette journée fatidique de 2021 où donc le président directeur général d'Air Canada fait une conférence. On a appris dans le journal qu'il s'apprête à donner une conférence en anglais uniquement. Et après, toi, t'arrives et tu lui poses une question fatidique. Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? Can you redo that in English? Because I want to make sure I understand your question before I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise. Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. And I think that's a testament to the city of Montreal as well. Merci beaucoup. On va passer à d'autres questions, s'il vous plaît. Oui. En fait, je devais pas aller à la conférence de presse cette journée-là, non. Parce que il y avait un de mes collègues qui se rendait sur place et tout ça. Mais comme la Chambre de commerce offrait du saumon gratuitement, il y avait un beau repas, là, il y avait un lunch quand même. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Non. Je suis allé parce que j'étais intéressé à écouter Michael Rousseau, puis je pensais sincèrement pas qu'il allait répondre aux questions des journalistes parce que son prédécesseur, Kaylin Rovanescu, avait l'habitude de convoquer les journalistes et de filer en douce. Je me souviens d'avoir couru après Kaylin Rovanescu. Il nous avait promis une entrevue. Il nous avait conviés chez Air Canada à Dorval. On était plusieurs journalistes. Il y avait ma collègue Maxime Bertrand à l'époque de Radio-Canada qui était là. Et M. Rovanescu était venu nous voir, Maxime et moi, en me disant « On va vous accorder une entrevue ». Et 1h30 plus tard, je le vois en train de partir en douce derrière le stage. Et là, j'étais parti à courir avec Maxime Bertrand. Maxime s'était fait pousser par le garde du corps de Rovanescu. Je me rappelais pas et lui ça. était parti en douce. Et là, je m'étais dit,
c'est dans les mœurs d'Air Canada. Ils vont décider à la dernière minute que Michael Rousseau n'accordera pas d'entrevue. Mais finalement, il s'est avancé vers nous. Puis, Ben, ça a eu un impact considérable, une question. Puis écoute, il y a encore des échos de cette affaire-là. Là. Ben, c'est parce que j'ai été étonné. Ben, étonné, oui et non, parce que en sortant du point de presse, j'étais avec mon caméraman, Jean-René Fortin. Puis lui, il m'a dit, oh, tu sais, en sortant du point de presse, il a dit, oh, ça va faire mal, ça va barder. Il l'a senti. Il l'a senti. Puis là, je suis arrivé à la station, je croise Paul Larocque, je disais, Paul, ce soir, à mon émission, je vais présenter le point de presse qu'on vient de faire, mais je pense que tu devrais sélectionner cet extrait-là et le lancer dans l'univers, tu sais, le lancer dans le débat. Et dès la première discussion... C'est là où il a dit, ben ça fait 14 ans que je vais au Québec et je n'ai jamais ressenti le besoin de parler français. Et il a dit que c'était tout à l'honneur de la ville de Montréal que l'on ne soit pas obligé de parler français pendant 14 ans. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y avait donc Monsieur Rousseau et il y avait l'attaché de presse, la responsable des communications, qui essayait de tempérer et de minimiser, puis genre, on va passer au prochain appel. Ouais. Mais c'est ta ténacité qui a fait en sorte que t'as tenu ton bout. Il fallait avoir une réponse à une question très simple, puis on n'arrivait pas à l'avoir. Puis c'est certain que Pascal Derry, là, qui est responsable des communications d'Air Canada, a fait son travail, là, essayer d'évacuer la question, mais c'est devenu incontournable lors de ce point de presse-là. Puis ce que j'ai trouvé quand même très fort dans tout ça, c'est que des semaines, des mois après ça, là, les dirigeants au Québec qui sont unilingues anglophones ont peur. Oui. On l'a vu, par exemple, l'affaire du CN. Du CN, le PDG de SNC-Lavalin avait une conférence de prévue quelques semaines après celle de Michael Rousseau. Il l'a annulée devant la communauté d'affaires parce qu'il parle pas français. Et là, tu as des vice-présidents aux communications de grandes sociétés qui m'ont appelé aussi en disant, là, si on fait un événement, puis notre PDG est là, est-ce que les journalistes vont le questionner sur la langue? Je dis, écoute, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Ah ben là, et là, il y en a plusieurs qui posent la question, allez-vous faire la même job que vous avez fait à Michael Rousseau? Je dis, de quel job parles-tu? On a simplement posé des questions. On a obtenu des réponses, puis après ça, c'est aux gens d'interpréter le débat. Tu disais tantôt, là, l'économie, c'est au centre de tout, tu sais, puis ça touche même la culture, la langue, l'identité. Tout ça, là. Ça touche à l'identité. Et ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que on pensait que, depuis un certain moment, les questions de la langue au Québec, les gens s'en foutaient un petit peu. Tout le monde et son voisin parlent franglais. On mélange les langues. Le bonjour hi, on en a parlé un petit peu, puis après, ça fait pouette-pouette. Donc, on pensait que la question de la langue ne venait plus chercher les Québécois aux tripes. Et avec ta question, t'as remis ça. C'est comme si t'avais piqué les Québécois pour les réveiller. Et je pense que c'est la candeur et l'honnêteté du PDG d'Air Canada qui ont été, qui ont eu un peu l'effet d'une claque au visage, là. On vous l'a dit que, tu sais, le journal a mené ses enquêtes. On peut vivre en anglais facilement à Montréal. Le bonjour hi, c'est généralisé au centre-ville. Tu vas à l'ouest de Saint-Laurent depuis 10 ans, l'anglais est prédominant. Mais là, d'entendre un anglophone en position d'autorité d'une société qui est assujettie à la loi sur les langues officielles, venir nous dire écoutez, je parle pas en français. Et là, t'imagines tous les autres anglophones qui disent non, Michael, faut pas dire ça. Mais oui. Qu'est-ce que tu dis? Dis pas la vérité. Dis pas la vérité. On peut s'en parler dans nos salons à Westmount, mais dis pas ça. Tu viens de le dire aux francophones et écoute, mais peux-tu croire que malgré tout ça, le CN, ils ont l'air s'en foutre totalement du français? Ben, le CN, le problème qu'ils ont, c'est que le Canadien national, il n'y a pas un seul francophone sur leur CA. Mais à leur décharge, il faut quand même dire qu'il y avait Jean Charest et que Jean Charest, qui est parfaitement bilingue, a démissionné pour se lancer dans la course au Parti conservateur. Donc, si n'eût été de ça, il y aurait quand même Jean Charest sur le CA. Là, c'est pas de leur faute non plus, là. Mais j'ai encore l'impression, puis je pense que il faudra encore plusieurs efforts pour déboulonner ça, mais au sein des grandes sociétés comme le CN, comme Air Canada, tu sais, le français a été très longtemps comme un grain de sable dans un soulier. Là, tu sais, tu composes avec là, jusqu'à temps que ça t'énerve un peu, tout ça. Mais l'affaire Michael Rousseau risque d'avoir un impact pour longtemps, à mon avis, et tant mieux. Oui, alors c'est fascinant parce que je pense que c'est Félix Séguin ou quelqu'un d'autre qui a mis sur les médias sociaux un reportage qu'il y a eu en France
sur justement le fait français au Québec, où on avait un extrait de toi avec Michael Rousseau. Donc, je disais, en fait, ça a eu un impact au municipal, évidemment, parce que c'était la Chambre de commerce de Montréal qui organisait la conférence. Ça a eu un impact au niveau provincial. Puis, dans le reste du pays, il y a des éditorialistes qui ont écrit en disant, ben, pourquoi il chiale au Québec? C'est quoi le problème? Es-tu compétent, Michael Rousseau? Oui. Ben, arrêtez de la chialer avec le français. Donc, ça a provoqué des ondes. On en a parlé en France aussi. On en a parlé même au Royaume-Uni. Tu sais, j'ai accordé des entrevues à des médias internationaux, à la BBC. J'ai accordé une entrevue à la BBC là-dessus. Je savais pas. C'est très drôle. À TF1 en France. Puis même l'animateur de la BBC avait terminé l'entrevue en disant est-ce que c'est vous qui allez donner des cours de français à Michael Rousseau? Je suis disponible les week-ends. Est-ce que tu es fier de toi? C'est une bonne question, Sophie, ça. Quoi, on dirait que t'es fâché contre lui. On dit, tu fier de toi? Non. Tu me caricatures, c'est pas comme ça que je l'ai posé. Fier de toi, P.O.? Non, mais est-ce que... mais moi, je serais à ta place, je serais fière. Pour faire le métier qu'on fait, je pense qu'il faut avoir un peu de fierté, un peu d'ego. Oui, mais je suis en même temps tellement critique envers mon travail. Oui, mais cette journée-là, ce que tu as fait, la question que tu as posée, la façon dont tu l'as formulée... J'étais fier, mais j'étais fier aussi du travail d'équipe parce que, tu sais, la télé, c'est un médium en soi. Et la prise de vue dans la petite confrontation, l'échange que j'ai eu avec Michael Rousseau, a joué pour beaucoup dans le rayonnement qu'a eu l'impact de cet extrait-là. Puis mon caméraman... La caméra était vraiment placée en bonne place. Là. Puis j'avais demandé à mon caméraman avec qui je collabore beaucoup... Comment il s'appelle? Jean-René Fortin. Bon, on va lui rendre hommage. Et Jean-René, je lui avais dit, Jean-René, faut saisir le moment parce que je pense que on va avoir un échange qui pourrait être corsé. Alors j'ai dit, quand je posais la question, mets-toi comme ça, puis on va capter le moment de cette façon-là, puis on verra ce que ça donne. Puis il a su, avec sa caméra, suivre l'échange. Il était pas derrière moi. Tu sais, il aurait pu être derrière moi. On aurait à ce moment-là moins entendu. Tu sais, la question aurait été plus inaudible. Ça aurait été moins évident de saisir le propos. Là, il s'est bien placé, tout ça. Puis je l'ai remercié après. Puis quand les gens, mes patrons, tout ça me parlaient, j'ai écouté Jean-René. Les autres journalistes ont dû se dire pourquoi c'est pas moi qui ai posé cette question-là. Ben, c'est ce qu'on souhaite toujours comme journaliste. Oui. De poser la question qui va changer quelque chose. Ouais. Et la question qui va rendre tous les autres collègues jaloux, dans le fond. Puis il y a pas de science parce que tu sais quand ça s'est passé, c'est pas une question que j'avais savamment planifiée puis que j'avais pratiquée et tout là. C'est vraiment la première question qui m'est venue spontanément lors de ce moment-là. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Alors, c'est un apéro piquant. Donc, on a des questions piquantes qu'on a coécrites. On est papa et maman de questions piquantes. Donc, on a quelques-unes dans le bol. Et c'est Richard qui les a écrites à la main parce que moi, mon écriture, c'est une écriture de médecin. Lisible. Et c'est comme une prescription pour du Tylenol. Là, t'arriverais pas à le lire. Alors, j'ai épuisé ma première question piquante. Tu as une belle calligraphie, Richard. Tu as un baby face, tu as l'air très jeune. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a nui? Question piquante. Est-ce que ça m'a aidé ou est-ce que ça m'a nui? Parce qu'on a vu l'extrait. Ouais. Quand t'avais 12 ans, T'as pas beaucoup changé. Non, pas énormément changé. T'as un baby face, vraiment. Oui. Et on te regarde et c'est très difficile de te donner un âge. Tu le sais, ça. Oui.
Donc, t'as 34 ans. J'imagine, il y a des J'ai gens qui doivent 34, dire ouais. 26. Ah oui, ça va de 28 à 45 ans. Tu sais, ouais. Est-ce que je peux pas dire que ça m'a aidé, je peux pas dire que ça m'a nui. Peut-être au début, quand t'as pas nécessairement d'actifs journalistiques, là, tu sais, puis que tu commences, là ça peut te nuire parce que t'as pas. Tu sais, si j'avais eu les cheveux blancs plus jeunes ou que j'avais eu des traits un petit peu plus. Tu sais, en économie, là, ça m'a étonné qu'ils sont allés te chercher, puis tu fais une sacrée belle job, pas de problème. Mais tu sais, habituellement, l'économie, c'est Des cheveux gris. souvent des hommes, des cheveux gris qui sont arrivés à un certain stature. Oui. Tu sais, de donner ça à un jeune à l'économie, je trouvais ça couillu. Mais au début, ça m'a nui parce que, tu sais, je commence ma carrière à 24 ans, j'arrive à TVA, puis là, t'as rien fait, tu sais. Fait que pour commencer à quelque part, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il faut que tu fasses tes preuves. t'as pas l'air vieux, t'as pas l'air expérimenté, donc tu dois faire tes preuves, mais j'ai jamais senti que ça m'avait nui plus qu'autre chose, tu sais. En tout cas, si jamais ça t'a nuit, ça paraît pas beaucoup parce que ta carrière va super bien. Oui. Mais il reste que ça contribue aussi peut-être à ton succès dans la mesure où, vu que justement t'as l'air jeune puis tu dégages une énergie, une pétillance, je sais pas si ça se dit, mais ça fait en sorte que justement pour un sujet qui peut paraître aride, si c'est présenté par quelqu'un qui est aussi pétillant, ben justement ça aide à faire passer la pilule, mettons. Ben, c'est toujours mon objectif le soir, puis dans tout ce que je fais, c'est de rendre les choses intéressantes, puis de faire en sorte. Puis j'ai toujours comme référent ma mère, qui est une personne super intelligente, qui a des intérêts hyper variés. Je me dis, si elle a aimé ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai frappé dans le mille. Ben c'est ça qu'elle va aimer ça, c'est ta mère. Mais non, elle est critique, ma mère. Elle est critique. S'il y a quelque chose qui marche pas, ma chemise est elle est froissée. Mais ça t'arrive jamais que ta chemise soit non, froissée, ça t'es arrive toujours pas. tirée à 4 épingles. Mais si je m'enfarge, si j'ai l'air fatigué, tout ça, elle va me le dire. Elle est très franche. Puis j'ai mon meeting avec elle chaque jour. Ah oui? En sortant de la job. T'es sérieux? Quand je rentre à la maison, j'appelle ma mère. Il y en a qui appellent leurs parents le matin, le midi, tout ça. Moi, c'est le soir. 19h15, 19h20. Je suis dans ma voiture, j'appelle ma mère, puis je lui jase pour le trajet. Elle te débriefe. Elle me débriefe qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle a pas aimé, puis on Ça parle. veut dire qu'elle t'écoute tous les jours. Ah, ma mère m'écoute tous les jours, ouais. Ben, j'arrive que des fois, elle m'enregistre parce qu'elle a quelque chose d'autre, mais elle va m'écouter presque tous les jours. Ah, ça me fait penser, excuse-moi, je veux juste ouvrir une parenthèse. Ça me fait penser, on a reçu André Ducharme. Et André Ducharme nous racontait que sa mère lui à un moment donné, il demande à sa mère, parce que ses parents habitaient dans une résidence pour personnes âgées, il y a 2 heures pour le souper, tu sais, le souper est servi genre à 5 heures, puis à 6h30. Et à un moment donné, il dit à sa mère, pourquoi vous mangez à 5 heures? Ça n'a pas d'allure manger à 5 heures. Et sa mère lui a répondu, ben, c'est parce que si on voulait manger plus tard, ben, papa manquerait ton émission, parce que ton émission, c'était un souper presque parfait, était diffusée le soir. Fait que c'est pour ça qu'on mange tôt. Et je trouve ça très touchant des parents qui, comme ça, sont présents dans leur... tu sais, parce que on pourrait dire, bon, après des années, ils écoutent plus l'émission de leurs enfants, mais que ta mère t'écoute tous les jours, je trouve ça très touchant. Les jours, on est très proches, moi et mes parents. Moi, je fais un 5 minutes à LCN tous les matins. Ah oui? À 8h30, je parle à Jean-François Guérin, 5 minutes. Et ma mère, je lui parle tout le temps en sortant de mon show, de mon émission à Cube Radio, j'appelle ma mère, et elle a tout... C'est rien que les vêtements que je porte. C'est tout. Ta chemise était pas correcte ou il me semble, ton veston. Je pourrais dire n'importe quoi. Je pourrais être en onde, faire. Elle me dirait, t'étais bien habillé. C'est parfait. C'est tout. C'est bon. Je suis prêt. Et pour finir là-dessus, pour passer à la prochaine question piquante, je fais juste vous dire, comptez-vous chanceux que votre mère écoute votre émission. Voilà. OK. C'est pas donné à toutes les mamans de faire ça. C'est un Prochaine question piquante. Prochaine question piquante. Ah, c'est intéressant. As-tu le complexe du premier de classe? Faut que tu sois le meilleur partout. Ben, je vois pas ça comme un complexe, mais je peux pas vous dire que j'aime pas ça être au top. Ah, c'est bien répondu. Dit comme ça. Ouais. Tu sais, T'es compétitif. Je connais mes faiblesses, mais oui, je suis assez compétitif. Et je pense que je l'ai toujours été. Même quand tu jouais au hockey. Même quand je jouais au hockey, je voulais gagner. Puis quand on perdait, ben ça m'affectait. Puis tu sais, je veux dire, dans le métier qu'on fait, il y a des codes d'écoute, puis il y a des, tu sais, t'as des impératifs,
t'es calculé, tu sais, je veux dire, la somme de ton travail est évaluée. Et c'est certain que j'aime ça gagner. Puis d'être dans l'équipe numéro 1 à TVA, tu sais, pour moi, c'est une fierté. Puis maintenir cette équipe-là numéro 1, ça fait partie de mon objectif, tu sais. Puis c'est pas nécessairement moi, là, tu sais, c'est pas moi être numéro 1, c'est l'équipe, c'est la chaîne que je représente, l'entreprise que je représente, d'être numéro 1. L'économie, même avec l'argent, là, la richesse, là. Quelqu'un qui est riche, ça doit être un crosseur total. Là. C'était comme ça pendant longtemps au Québec. Il y a encore une suspicion. Tu sais, je donne un exemple. La semaine passée, je suis avec François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie. On est allé faire un tour en Bolt, en Chevrolet Bolt, en voiture électrique, pour faire une entrevue sur l'industrie des véhicules électriques. D'accord. Et on prend la Bolt, puis je dis, j'aurais aimé ça faire l'entrevue dans une Porsche Taycan électrique, tu sais. Un peu à la blague. Et il me dit, moi, en tant que politicien, je peux pas embarquer dans une voiture comme ça, tu sais. Il faut falloir que j'attende à ma vie après la politique pour conduire une voiture comme ça. Et il y a pas tard, là, tu sais. Au Québec, au Canada, tu sais, alors qu'en France, je pense que c'est beaucoup plus, ça dépend. Parce que tu vois, rappelle-toi Sarko, quand il se promenait avec ses grosses montres, le côté un peu bling-bling. Les Français n'aimaient pas ça. Ouais. Hey, c'est-à-dire qu'en France, tu peux avoir de l'argent, mais il faut pas trop que tu le montres. Il y a des Porsche électriques, toi qui es Madame Porsche. Ouais. Mais là, il va falloir que je change de mari si je veux avoir une Porsche électrique. J'ai une Nissan Sentra, mais je m'en vais l'essayer, la Porsche électrique, à l'émission de l'Académie du guide de l'auto. Ah, oui. À TVA, on s'en va. Je m'en vais courser avec Pierre Bruno. Oh! Ils nous ont conviés, Pierre Bruno et moi, en duel. Mais t'es mieux de pas faire un course. accident parce que si t'égratignes ne serait-ce que le bout du pied d'orteil de Pierre Bruno, les Québécois te le pardonneront pas. Ils m'ont demandé de participer à l'émission. J'avais trop peur de prendre le champ. Je dis non, je vais rentrer dans les murs, je suis sûr et certain. Esprit, une course en auto, ils l'ont proposé à tous les deux, puis on a tous les deux refusé parce qu'on avait trop peur. C'est pas mes assurances personnelles qui sont impliquées. On a-tu le temps pour une autre question? Ben oui, on a plein de temps. Mais là, si tu bats Pierre Bruno, il sera pas content de se faire battre. Là. Fait que, est-ce que tu vas le laisser gagner, quoi? Ben oui. Ah, bonne idée. OK, tu nous annonces déjà. Sûr que je vais le laisser gagner. Mais oui. Je parle pas trop fort, là. Mathieu Bock-Côté est un grand fan de Chuck Norris. Toi, as-tu des plaisirs coupables? Quand j'ai appris ça, Mathieu Bock-Côté, qui tripe sur Chuck Norris et qui peut te donner par cœur des répliques niaiseuses de films d'action des années 80, moi, je suis tombé en mode machin. On veut savoir si t'as un côté givré en plus de ton côté. Parce que t'es parfait. T'es tellement parfait, t'as pas un poil qui dépasse. Tu sais, c'est comme... j'en ai... Tu sais que t'es le gendre idéal. Toutes les mamans au Québec voudraient que leur fille sorte avec P.O. Zappa. T'es le genre idéal. Arrête, t'es en train de le faire rougir, là. Non, mais c'est énervant, ça, d'avoir cette image-là de gars parfait, non? Ben non, mais je pense pas que j'ai une image de gars parfait. Ah oui. Sympathique, peut-être, mais... Un gars mais parfait. je suis totalement imparfait, puis j'ai plein de plaisirs coupables. Mais ça dépend, à différents degrés, là. J'aime écouter Occupation Double. C'est un plaisir coupable, en effet. C'est vrai. Mais est-ce que tu vas te passionner pour Occupation Double? Non, je suis pas passionné. J'aime ça écouter ça comme ça. Mais le savoir off. Oui. C'est comme manger des chips. Puis tu me demandes les noms des candidats puis tout ça, je pourrais pas te répondre, mais j'aime bien écouter Occupation Double. Mais en plaisir coupable, en fait, c'est une bonne question. Occupation Double, je trouve ça assez coupable comme plaisir. Effectivement, là, on va dire, là. Mais j'ai une excuse, je connais, tu sais, Jay du Temple. Quand on était petits, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait des années, mais on a grandi à la campagne. Nos parents avaient des chalets pas loin. Nos parents étaient amis à l'époque, dans la Nodière. Fait qu'on a passé nos étés à pêcher des grenouilles. Puis. Ben, est-ce qu'il portait un collier de perles puis il avait du vernis à ongles à cette époque-là? Tu m'aurais dit que Jay du Temple va devenir humoriste un jour et animateur. À cet âge-là, tu sais, on avait 10 ans, on s'est parlé peut-être jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Jamais j'aurais cru ça. Là, ah non, hein? Jamais, c'était un petit gars... Alors que toi, tu le savais? Ah, moi, je savais, ouais. Tu as racheté le chalet où tu allais passer ton enfance. Ouais. Moi, j'ai un attachement, surtout aux biens immobiliers, mais j'ai un attachement général à l'histoire, à mon histoire, à ce que j'ai vécu, puis peut-être parce que j'ai vécu vraiment une super belle jeunesse. Tu fais comme des pèlerinages, entre guillemets. Et ma blonde, avec qui je suis depuis 15 ans, m'a toujours dit, P.O., avec moi, tu vas vivre tout ce que tu veux, tous tes rêves, sauf celui d'avoir
une maison à la campagne. Je déteste la campagne. Tu sais, ma blonde est française, elle est parisienne. Ouais. Alors, elle ne voulait pas de cabane au Canada à la campagne. Et pendant la pandémie, elle a eu le même processus psychologique que bien des gens. Elle s'est levée un matin, puis elle a dit, je veux une maison de campagne. C'est très drôle. Et là, commence à magasiner, gauche à droite, les prix. C'était pas médiatisé, parce que c'était au début de la pandémie. Mais là, je me rendais compte, j'arrivais sur le bord d'un lac, puis les prix, puis les surenchères, puis c'était désagréable. Alors, j'ai toujours un attachement pour le chalet que mes parents avaient quand on était jeunes, justement où je pêchais des grenouilles avec Jay. Et mes parents l'avaient vendu début des années 2000 parce qu'on était ados, puis on avait moins d'intérêt. Et la personne qui l'a racheté l'avait transformé, tout ça, l'avait modifié, amélioré. Puis j'ai rappelé cette personne-là en disant, j'aimerais racheter le chalet, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que tu fais avec. Les locataires étaient partis. Wow. Puis là, il a dit, viens le visiter, mais il est pas à vendre. Fait que là, on l'a visité, puis fini par l'acheter. Puis ça fait une offre qu'il pouvait pas refuser. Exact. T'es nostalgique. Comme le parent. Puis nostalgique, oui. Puis quand, tu sais, l'odeur du cabanon, là, je me souviens quand je suis rentré dans le cabanon de mon enfance. T'as retrouvé des jouets que t'avais laissés là? Il y avait encore les jouets quand j'étais jeune. Il y avait encore les mêmes meubles dans le cabanon. Il y avait l'odeur. Il y avait les mêmes voisins qui, tu sais, ma voisine d'en face. Avec qui j'allais cueillir des fraises des champs quand j'étais jeune. Ben là, j'ai presque le goût de retourner cueillir des fraises des champs. Non, j'ai vraiment vécu des beaux moments. Puis là, mes enfants vivent ces moments-là au même chalet, au même endroit. C'est formidable. Mais va pas trop cueillir de fraises avec ta voisine parce que ta blonde... Elle a trouvé ça moins drôle. Je pense qu'elle a 82 ans. OK. Elle est super sympathique. Donc, ta blonde n'a pas à s'inquiéter? Non. Je suis un gars fidèle. Mais tu vois, comme on disait, l'économie, il y a des incidences dans tout. Il n'aurait pas pu réaliser ce rêve-là de nostalgie, de retourner en enfance si, en effet, les prix avaient été tellement fous que tu n'avais pas... Non, si le propriétaire avait décidé de dire, bon, ben moi, je vais profiter de cette espèce de flambée des prix. Puis là, on était au début, tu sais, souvenez-vous, mai 2020, là, il y avait un point d'interrogation. Est-ce que l'immobilier va cracher ou est-ce que ça va monter en fou? Et avant d'acheter, c'était un pari, tu sais. Alors, j'ai étudié le pari. Tu sais, les taux d'intérêt sont très bas, l'offre est basse. Je regardais dans la boule de cristal, j'ai dit, c'est un bon move. On va le faire, puis honnêtement... Est-ce que tu joues à la bourse? C'était une bonne idée. J'investis en bourse. Je ne joue pas à la bourse. Que j'ai envie de t'embrasser. OK, il faut qu'on règle quelque chose. Richard connaît... Il aime pas l'économie puis tout ça, bon, c'est moi qui m'en occupe. Et moi, j'investis à la bourse. Et Richard, quand il parle à d'autres gens, il dit, Sophie est boursicote, elle joue à la bourse. Et je déteste cette expression-là. Fait que là, t'as vu, Pierre-Olivier, il t'a repris. Voilà. On peut jouer à la bourse, mais c'est comme jouer au casino. Et j'ai déjà joué à la bourse. J'ai déjà joué. Au début, tu joues, je pense, un peu. Puis là, tu fais des erreurs. Les erreurs te coûtent cher. Tant mieux si tu fais ces erreurs-là jeune. Je les ai faites. J'ai appris. Ça m'a coûté cher. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai congédié mon conseiller financier parce que je voyais qu'avec lui... débrouillait mieux que lui. Il en connaissait moins que toi. Un peu, oui, tu sais. Puis je regardais mes rendements, puis tout ça, puis je voyais la somme de travail qu'il abattait pour l'argent qui se faisait en commission. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, sais-tu quoi? Je vais m'occuper de mes affaires. Puis je dis pas que tout le monde peut faire ça, puis je dis pas non plus que c'est pas aussi challengeant, parce que quand t'es journaliste économique, t'es tellement collé là sur l'actualité que parfois tu prends des décisions qui sont un peu impulsives, alors que gérer un portefeuille, ça demande beaucoup de sang-froid, surtout dans les moments d'incertitude qu'on traverse. Mais oui, j'investis à la bourse, puis je me tiens loin des tendances et des modes là. T'as pas de crypto-monnaie? J'en ai acheté il y a longtemps de ça, puis ça a jamais... C'est sûr que le beau-frère qui a fait 25 000, 150 000 avec le Bitcoin. Ce que le beau-frère te dit pas, c'est que pendant ce temps-là, il a perdu 25 000 dans le pot, puis il a investi dans l'intelligence artificielle, puis il a perdu 50 000, puis il a investi dans le lithium, puis il a perdu... Il y a des tendances en bourse, c'est comme dans tout. Mais là, il y a des gens qui achètent des droits d'image digitale que tout le monde peut posséder. On peut acheter une chronique de Richard Martineau en NFT.
Ben, alors que n'importe qui peut avoir ça gratuitement sur Internet. Ah, ça, c'est un peu bizarre. C'est weird. T'sais, Le monde de l'économie aujourd'hui est weird. Mais oui, t'as raison. Super Étrange. weird. Puis les gens me posent souvent, m'arrêtent, là, tu sais, ça me fait penser, vendredi dernier, il y a un signaleur autour de TVA, là, il y a de la construction, il y a un signaleur qui m'arrête, puis il me dit, hey, M. Zappa, qu'est-ce que vous pensez de telle crypto-monnaie puis des NFT, justement, on devrait-tu investir là-dedans? Je dis, dites-moi, est-ce que vous savez c'est quoi une crypto-monnaie? Il me dit non. Je dis, moi, je touche pas à ce que je connais pas. Tu sais, je n'achète pas un produit que je ne connais pas. Est-ce que vous iriez chez Walmart acheter pour 10 000 $ de quelque chose que vous connaissez pas? La réponse est non. Alors, n'achetez pas un produit financier que vous ne connaissez pas. C'est une bonne réponse. En même temps, t'achètes l'action. Donc, l'action en tant que telle, après, elle agit indépendamment de ce que c'est vraiment. Mais c'est vrai que la crypto-monnaie, c'est un autre dossier. Mais c'est parce que tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont perdu de l'argent avec le cannabis. Ben, moi, j'ai fait de l'argent avec le cannabis. J'ai acheté au bon moment et j'ai vendu au bon moment. La Richard était fière de moi. Elle a joué à la bourse et elle a gagné. Arrête de dire j'ai joué à la bourse. Tu sais qu'elle achète des billets de l'auto. Ah oui? Ah ouais, moi j'adore ça. Ça, c'est le pire investissement, mais moi aussi, j'en achète. Ça, c'est un mauvais investissement, mais ça me procure. Mais sais-tu quoi? Ça me coûte pas cher parce que j'achète des billets, puis je gagne régulièrement des petits montants. Donc, les petits montants servent à financer mon vice. Donc, c'est pas un vice qui me coûte très cher, puis ça me procure de petits plaisirs. Non, mais tu rêves, puis ça te coûte pas cher. Moi aussi, quand j'achète un billet de loto, là, le vendredi soir, là, je continue mon trajet en écoutant votre balado dans ma voiture et je me mets à rêver à tout ce que je vais faire avec les 30 millions de dollars que je gagne. Avec notre fils dans l'auto, Sophie a dit, bon, si mettons on gagne 30 millions, qu'est-ce qu'on fait? Avec les 30 millions, c'est un jeu, mais je ris tout le temps on rachète le chalet de P.O. Zappa. Quand j'ai les billets de l'auto, je ris de ça, sauf que si elle gagne, par exemple, là, je vais être content. Mais tu sais quoi? Ma blonde, on pense souvent, qu'est-ce qu'on fait si on gagne? Puis on veut rien changer. C'est ça qui fait peur, tu sais. On veut rien changer parce qu'on est heureux, on a le bonheur, on est au bon endroit, tout va bien. Hop, on a une question piquante ici. Ah, c'est la dernière, je pense. Tu as étudié en politique à l'UQAM. Comment tu as fait pour survivre? De un, j'ai terminé après les 10 grèves d'étudiants et de professeurs. J'ai beaucoup aimé ça à l'UQAM. J'ai travaillé avec le professeur Alain G. Gagnon de la faculté de sciences politiques. J'avais un travail dans un centre de recherche. Puis quand j'ai fait ma maîtrise, tu sais, quand tu dis comment t'as fait pour survivre, j'ai fait mon bac et ma maîtrise de nuit. De nuit? J'ai vraiment, moi je suis encore un nocturne, là. J'ai tous mes travaux, toutes mes études, je faisais ça de nuit. Donc, tu croisais pas les woke puis les dans les corridors de l'UQAM. À l'époque, c'était un peu moins intense probablement aussi, mais puis j'étais pas à l'université, j'étais pas un gars de gang. Tu sais, les gens de ma promotion vont dire, moi, j'allais pas fêter avec les gens de ma cohorte. Je venais de me faire ma blonde, avec qui j'ai des enfants aujourd'hui, quand j'ai commencé l'université. Fait que j'étais beaucoup avec elle. Je faisais mes travaux de nuit, puis je travaillais énormément. Comme quand je suis arrivé à la maîtrise, j'enseignais à temps plein au secondaire. J'enseignais français, géo, histoire dans une école secondaire défavorisée de la Rive-Sud. Donc, j'étais pas souvent à l'université. J'enseignais au secondaire. Avant ça, j'ai travaillé dans le centre de recherche. Je travaillais à la Société des alcools le week-end pour arrondir les fins de mois. Fait que j'ai beaucoup travaillé, si bien que j'ai pas passé beaucoup de temps dans les activités de gang à l'université. Mais mettons qu'on n'associe pas P.O. Zappa et corridor de l'UQAM. C'est comme une image... Mathieu Bocoté enseigné à l'UQAM. Enseigné à l'UQAM. Non, mais je pense que quand t'es jeune, tu sais, en fait, je dirais, si t'as pas eu le cœur à gauche quand t'étais à l'université, je me questionne à savoir si t'as un cœur. OK, la fameuse phrase, si t'es en bas de 30 ans et t'es à droite, t'as pas de cœur. Si t'es en haut de 40 ans et t'es à gauche, t'as pas de tête. Écoute, je sais pas si... Bon. Mais c'est une belle formule, mais ça ressemble à ça. La formule, elle fait. C'est ça, mais c'est-à-dire que t'avais des idéaux, puis c'est formidable. Oui. Ah ouais, mais puis, je veux juste... puis moi, j'adorais la philosophie politique, des auteurs comme Heidegger. J'ai beaucoup aimé l'UQAM parce que
développer son esprit critique. Heidegger. Avec 2 G, Attends une minute, là. Je lis de la philosophie. Zeitgeist. Je lis de la philosophie, j'adore ça. Heidegger, T'es pas capable? Non, c'est parce que c'est du C'est très dense. haut niveau, là. C'est dense. C'est du très haut niveau, là. Je peux pas me rendre jusque-là. Mon intellect. Fait que peut pas. Occupation double et Heidegger dans la même personne. qui Heidegger cohabitent. t'aide à interpréter les phénomènes sociaux que tu vois dans Occupation double. C'est un outil intellectuel. Et en terminant. Frencher dans le jacuzzi. Non, attends pas en terminant, parce que moi, j'ai une question avant que toi, tu termines. Rapidement, parce que tu viens de le mentionner, que tu as enseigné dans une école défavorisée. Ouais. Tu as pris la peine de mentionner que c'était une école défavorisée. C'est pas anodin. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là? Qu'est-ce que t'en retires? Je ne cacherai pas que je suis privilégié. J'ai étudié au secondaire dans une école privée, au cégep aussi. Je suis allé à l'université. Mes parents ont payé mes études, bac, maîtrise, hyper choyé. Je remercie mes parents qui ont fait des sacrifices pour ça. Mais je n'avais pas vécu dans ma vie, peut-être au primaire, où j'étais dans une école primaire où c'était un métier au primaire, c'est pas la même chose, là. Mais mettre les pieds dans une école défavorisée où les jeunes le matin mangent pas, où il y a des cas de prostitution juvénile, où la police intervient, où il y a beaucoup de drogue, où comme enseignant, t'es plus qu'un enseignant, t'es un intervenant social, t'es un psychologue, t'appelles les parents répondent pas, les parents sont sur la drogue, l'enfant mange pas le midi, il est malade. Il y en a un autre qui a le cancer, faut que tu ailles chez lui donner les cours le soir. T'arrives chez lui, c'est pas le monde avec lequel tu es habitué de composer. Ça a été extrêmement riche. Ça t'a ouvert les yeux sur une réalité ça que m'a tu ouvert les connaissais yeux. pas? Je connaissais, j'ai toujours été impliqué. Tu sais, j'étais le genre de gars qui organisait les paniers de Noël au secondaire. Tu sais, j'ai toujours essayé de m'impliquer à fond. J'ai fait beaucoup de voyages humanitaires en Amérique latine, en République dominicaine, dans les bidonvilles. Il est parfait, je l'ai dit. Non, mais je dis pas ça pour ça, mais tu sais, j'ai toujours été impliqué socialement. Puis de le vivre dans un contexte scolaire, là, tu sais, je pourrais honnêtement écrire une série ou un film sur l'année que j'ai vécue au secondaire. T'es sérieux? Parce que moi, j'ai réussi à décrocher cet emploi-là pendant que je faisais ma maîtrise parce que ma blonde était prof au secondaire. Puis à un moment donné, il cherchait un prof d'art dramatique. Puis il en trouvait pas. Puis là, ma blonde a dit à la directrice, écoutez, mon conjoint, il a un bac en communication politique, il pourrait peut-être venir faire de l'art dramatique. Fait que j'ai commencé c'est art pareil, dramatique. Justin Trudeau nous a montré que la communication politique puis le théâtre, c'était pareil. Voilà. Alors, J'ai prof d'art dramatique. J'ai des profs d'art dramatique, mais attends, ça commence comme ça. T'arrives dans l'école secondaire, t'es prof d'art dramatique. Là, il manque de profs. Les burn-out. Ça, un tombe, l'autre tombe. C'est ça. Alors là, il me demande, écoute, Pierre-Olivier, tu as maintenant ton brevet temporaire d'enseignement. Donc, on peut te reconnaître des compétences. Et là, ils m'ont reconnu, OK, tu peux enseigner le français secondaire 2. OK, tu peux enseigner l'anglais secondaire 4. Et là, je me suis mis à avoir des classes. Écoute, je me suis ramassé avec 125% de tâches. Les burn-out, tout ça. Et j'ai hérité à un moment donné une classe qui s'appelle Flores. C'est des jeunes de secondaire 2-3 qui sont à ça de décrocher, là. Tu sais, vraiment à 1 millimètre, là. Ce qui les retient à l'école, c'est pas grand-chose. Puis, je remplaçais une professeure qui était en congé maladie pour une opération pendant plusieurs mois. Et là, tu avais des cas là, de jeunes qui, du jour au lendemain, à 12 ans, 13 ans, pouvaient dire « Moi, je quitte l'école. » Puis moi, j'ai toujours adoré l'école. Fait que je comprenais pas pourquoi ces jeunes-là... Alors, je me suis beaucoup intéressé à eux. Que tu raccroches les décrochages. Et là, je faisais des shows. Je faisais des shows de télé en classe pour les intéresser. C'est un peu ça, un prof. C'est quelqu'un qui... C'est ça. Et là, et puis je me souviens, j'ai travaillé fort cette année-là, aller chercher des subventions, de l'aide de commerçants pour organiser une dégustation de fromage dans la classe. Fait que là, les jeunes arrivaient en classe, mangeaient du fromage. Après ça, t'appelles une maison d'édition pour avoir des boîtes de livres pour donner aux... Tu sais, trouver des façons de rendre ça intéressant. Puis on a eu du fun. Puis aujourd'hui, je croise ces jeunes-là. Puis dans la rue où tu t'en vas au restaurant puis c'est lui le chef puis il vient te voir puis là tu te dis waouh t'as fait ça puis je vis moi j'ai seulement eu une classe là mais je vis ce que les enseignants vivent de voir avec fierté ce qui est devenu un élève que tu as eu dans ta classe. C'était magnifique, mais chapeau aux enseignants parce que ça a été une année puis ta blonde est enseignante. Ma blonde est prof. Tu connais. Je voyais ce qu'elle vivait. Tu continues à voir cette réalité-là au quotidien. Je voyais ce qu'elle vivait, puis là je l'ai vu de l'intérieur. Là, c'est pas évident là, tu sais. Puis justement, tu sais, faire un repas pour un élève que tu sais qu'à chaque midi il mange pas, puis qui souffre d'anémie. Puis là, tu lui fais des lunchs parce que ses parents à la maison sont drogués, puis se foutent de leurs enfants. Tu sais. Puis ça, c'est au quotidien. Là, les profs font beaucoup.
Puis moi, je leur lève mon chapeau. C'est un des métiers que j'admire le plus, celui de prof. J'aurais aimé ça être prof si j'avais pas fait la carrière que je fais. Ben, tu le fais d'une certaine façon, Pierre-Olivier, parce que tu sais, t'es un excellent pédagogue, puis pas juste dans vos affaires, mais tu sais, dans tout ce que tu fais, on sent cette volonté-là d'enseigner, entre guillemets. Ouais, de vulgariser, de rendre les choses compréhensibles. Il joue au hockey, il fait des travaux humanitaires, il y a des dépannés de Noël. J'aime pas ça des gens de même, je me sens tellement imparfait. Là. Non, mais t'es pas parfait au aussi, niveau. mon Là. amour. Non, je suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. P.O., je vais lever C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amis. Théo n'a pas d'amis. J'en ai plein. Il y a personne qui veut être à côté de lui parce qu'ils ont toutes l'air... On pâlit en comparaison. J'ai les meilleurs amis du monde, heureusement. Écoute, ça a été vraiment un plaisir de partager cet apéro mieux connu sous le nom de petit poulet avec des frites. Et je veux juste terminer en disant, en fait, la vraie façon de prononcer ton nom de famille, si on le prononce à l'italienne, c'est Zappa. Oui, qui veut dire pioche. Une pioche? La pioche. Pioche? Ouais. La pioche? Ouais, c'est une pioche. Alors, j'imagine que c'est pour ça que je suis un peu travaillant. La pioche. C'est excellent. Pierre-Olivier Lapioche, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.